Bienvenue. On va continuer la troisième unité concernant la génétique humaine. Chapitre 3 concernant la génétique humaine. On a vu dernièrement l'analyse des pédigrés. Maintenant, on va voir l'analyse des karyotypes et de l'ADN et continuer avec comment détecter les maladies génétiques. Donc, analyse des karyotypes. Comment découvrir les anomalies chromosomiques et leurs conséquences à partir de l'analyse des karyotypes. Il arrive parfois que les chromosomes d'une personne ne soient pas entiers ou ne soient pas en bon nombre. On parle d'anomalies chromosomiques. Comme les chromosomes sont le support de nos caractères et permettent à l'organisme de se former et de fonctionner, les anomalies chromosomiques provoquent de mauvais fonctionnements de l'organisme et souvent des malformations et un retard mental plus ou moins grave. Un certain nombre de syndromes. Un syndrome est un ensemble de signes ou de symptômes qui caractérisent un état pathologique. Un état pathologique lié à ces anomalies est connu depuis longtemps, ont été étudiés lorsque les techniques cytologiques ont permis de reconnaître les chromosomes humains. L'étude de ces anomalies chromosomiques, qui peuvent être dues à la variation du nombre ou de structure des chromosomes dans les cellules d'un individu, donc l'étude de ces anomalies chromosomiques et les maladies mises en cause est réalisée par l'observation et comparaison des karyotypes normaux et ceux des malades. Pour comprendre cette dernière phrase, c'est-à-dire la comparaison entre les karyotypes normaux et les karyotypes des individus malades pour détecter les anomalies chromosomiques et leurs conséquences, on va voir 5 cas, 5 documents. Comme premier document concernant une maladie qui est très connue, le mongolisme ou syndrome de Down ou trisomie 21. Donc le mongolien ou le trisomique 21 présente une face plate, un nez court, des yeux bridés, des doigts courts et parfois des malformations cardiaques. Leur karyotype, le voilà. Celui-là est un karyotype d'un individu qui est normal et celui-là c'est le karyotype d'un individu qui est mongolien. Et celui-là est le karyotype de l'individu qui est mongolien. Comme question, détecter les anomalies chromosomiques, c'est-à-dire le type d'aberration ou le type d'anomalie étudiée, écrire la formule chromosomique du malade, proposer une explication sur les causes possibles de ces anomalies chromosomiques en considérant uniquement la paire de chromosomes concernés. Comme toujours, vous pouvez arrêter bien sûr la vidéo pour essayer de répondre vous-même et la démarrer après pour voir la correction. Si on commence par la première question. Lorsqu'on compare les deux karyotypes, on voit que le chromosome 21, on a ici une paire, c'est-à-dire on a deux chromosomes, l'un du parent, enfin du père, l'autre de la mère. Par contre, chez le mongolien, on voit qu'il en a 3 exemplaires. C'est pourquoi on parle de trisomie 21. On sait qu'un karyotype normal humain comporte 46 chromosomes organisés et répartis par paire et numérotés de 1 à 23. D'après le karyotype du mongolien, on constate que chaque chromosome est réparti par paire, chromosome homologue, sauf le chromosome 21 est représenté par 3 exemplaires. Et on parle de trisomie 21. Donc la trisomie 21 est une aberration chromosomique due à l'addition d'un chromosome 21, c'est-à-dire un chromosome surnuméraire. Alors, si on écrit la formule chromosomique, on sait qu'un karyotype normal permet d'envisager le nombre de la structure, permet d'envisager le nombre et la structure des chromosomes. 46 chromosomes classés par paire
selon leur taille, on peut également distinguer le sexe chromosomique de l'individu. Dans ce cas, on désigne. Dans ce cas, on distingue qu'il s'agit d'un garçon, puisque là, ici, on a XY, donc c'est un garçon mongolien, et possède un chromosome 21 supplémentaire, 3 exemplaires du chromosome 21. Donc la formule chromosomique du malade, c'est-à-dire l'individu mâle, et 2N est égal à 22AA, donc 22 paires des autosomes, plus un autosome, c'est-à-dire le chromosome 21, plus XY, c'est chromosome sexuel. Donc la formule chromosomique s'écrira 2N plus 1 est égal à 22AA plus A plus XY. Si on propose une explication sur les causes possibles de ces anomalies, donc puisque n'importe quel individu est issu de la rencontre des gamètes qui sont haploïdes et leur rencontre donne un œuf qui est diploïde pour donner un nouveau individu. Donc puisque cet individu-là, il a 3 exemplaires du chromosome 21. Donc on peut supposer que l'un des gamètes a apporté 2 chromosomes 21. Donc, comme explication à cette anomalie chromosomique, on peut dire que lors de la formation des gamètes, il y a eu lors de la formation des gamètes, il y a eu un problème de non-séparation des chromosomes qui sont restés bien sûr ensemble. Au cours de la gamétogenèse, la méiose assure normalement la production des gamètes haploïdes, qui, lors de la fécondation, rétablissent le stock diploïde. Si au cours de la méiose, il y a non-déjonction, non-séparation des chromosomes appartenant à la même paire, ceux-ci se retrouvent ensemble dans un même gamète. Donc on va avoir plus 21, c'est-à-dire plus un chromosome 21. Alors que l'autre gamète issu de cette même méiose atypique n'aura aucun chromosome de cette paire dans son karyotype et il sera moins 21. C'est-à-dire, on va avoir deux types de gamètes. Un gamète va avoir un 21 en plus, l'autre gamète, il ne va pas avoir de 21. C'est-à-dire, il va y avoir seulement, au lieu de 23 chromosomes, seulement 22 chromosomes. Le 21 n'est pas présent. Si l'un de ces gamètes anormaux, c'est-à-dire plus 21, féconde avec un gamète normal, le karyotype de zygote obtenu sera anormal ayant 3 chromosomes 21. Le surnombre de certains gènes dans le génome du nouvel individu se traduit par l'apparition d'anomalies dans son phénotype. La trisomie 21 résulte donc d'un accident survenu au cours de la méiose chez l'un des parents, surtout chez la mère dont l'âge s'approche de la ménopause. Voilà une explication chromosomique. Donc, voilà une cellule mère à 2N chromosomes. Là, on a le chromosome 21, c'est-à-dire la paire du chromosome 21. Et là, on a une autre paire de 1 à 22, pas de problème. Donc, avant la division, il y a bien sûr ce qu'on appelle une réplication. Donc, les chromosomes vont se dédoubler pour entrer en méiose. Lors de la première division, remarquez ici la normale, et ici, remarquez ici une division qui est normale, et là une division qui est anormale. La division normale, donc séparation des chromosomes homologues, alors que lors de cette division-là, il n'y a pas séparation du chromosome 21. Donc si on suit la division, c'est de la seconde division, on va aboutir à des chromosomes. Remarquez ici, un chromosome, supposons 1, et chromosome 21, donc c'est un gamète qui est normal. Par contre ici, on a le chromosome 1 et l'absence du chromosome 21. Donc là, on a moins 21. Même ici, alors que là, on a un gamète, alors que là, on a un chromosome 1 et 2 chromosomes 21. Si ce gamète rencontre un autre gamète qui est normal, qui présente bien sûr un exemplaire de chromosome 21, lorsque ces deux cellules reproductrices vont se rencontrer, elles vont donner un individu
avec 3 chromosomes 21, donc elle sera trisomique 21. Comme remarquez ici 2 caryotypes. Et on constate que le 21, il est en paire. Par contre, le chromosome 13, il y en a 3. Et on parle de trisomie 13. C'est un syndrome qu'on appelle syndrome de Pato. Comme celui-là, on l'appelle syndrome de Down. De même, ce caryotype présente une trisomie 18. On parle de syndrome d'Edward. Comme symptôme, remarquez ici, donc il y a des problèmes au niveau du squelette. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 doigts. Donc il y a une polydactylie. Soit il y a un bec de lièvre, vous voyez, soit il y a une déformation ou malformation au niveau du pied. Donc la gravité de ces symptômes diffère d'un malade à un autre. Comme deuxième cas, on va avoir le syndrome de Turner et le syndrome de Klinefelter. Comme syndrome de Turner, elle affecte le sujet féminin, caractérisé par une petite taille. Leurs caractères sexuels secondaires sont très peu développés, c'est-à-dire ils ont des seins petites ou bien sûr sans seins, sans règles, à pilosité peu développée. Ils sont stériles, leur utérus a la taille de celui d'un enfant et les ovaires sont presque absents. Par contre, pour le syndrome de Klinefelter, il affecte les sujets masculins. Celui-là affecte les féminins et celui-là affecte les hommes ou masculins. Il affecte les sujets masculins qui présentent à la fois des caractères sexuels secondaires de type masculin, grande taille, épaules larges, etc., et de type féminin, bassin large, des seins, etc. Soit stériles, sont stériles à cause du faible développement des testicules. Comme question, détecter les anomalies chromosomiques, c'est-à-dire le type d'aberration étudiée, écrire la formule chromosomique du malade et proposer une interprétation comme on a fait lors du premier cas. Alors, pour vous aider, il nous faut bien sûr leur caryotype. Alors, le caryotype de syndrome de Turner, le voilà. Le caryotype de Klinefelter, le voilà. Donc, vous avez tout maintenant pour arrêter la vidéo et essayer de répondre à la question. Alors, si on répond à la première question, donc si on constate le caryotype de cette femme, on sait que pour la femme normale, il y a 23 paires et bien sûr une paire de chromosomes sexuels XX. Ici, on voit bien sûr que les chromosomes autosomaux sont tous en paire. Par contre, le chromosome sexuel, il en a seulement un seul exemplaire, donc on a un X. Donc là, on a un chromosome sexuel en moins. Donc l'absence de ce chromosome sexuel, on peut supposer que c'est lui la cause du problème de cette fille. Par contre, pour le cas du Klinefelter, on constate aussi que les autosomes sont toujours en paire. Par contre, il en a 3 concernant le chromosome sexuel. Il en a X, X, Y. Puisque c'est un norme normal XY, celui-là a X, X, Y. Donc, il a un chromosome X en excès. D'après le caryotype d'une femme atteinte de Turner, on constate que tous les chromosomes sont répartis par paire, sauf le chromosome X sexuel, est présenté par un seul exemplaire, donc un chromosome sexuel X en moins. D'après le caryotype d'un homme
atteint de Klinefelter, on constate que tous les chromosomes autosomaux sont répartis par paire, sauf le chromosome sexuel, et il y en a trois exemplaires, un chromosome sexuel X en plus. Donc, ces maladies sont dues à des aberrations, anomalies, c'est-à-dire anomalies du nombre de chromosomes sexuels. Donc jusque-là, on a vu que le nombre de chromosomes normal, c'est 46. Si l'on a plus ou si l'on a moins, bien sûr, ça va créer des maladies différentes d'après la gravité du chromosome manquant. On demande après d'écrire la formule chromosomique. Alors, pour la femme de Turner, puisqu'il y a absence de chromosome X, les autres, ils sont existants. Donc, 2N-1 est égal à 45, 22AA, c'est-à-dire les paires de chromosomes autosomaux, il y en a 22, mais seulement il a un seul X. Par contre, pour l'homme Klinefelter, il a un X en surplus. Donc 2N plus 1 est égal à 47, est égal à 22AA plus X, c'est-à-dire un gonosome, plus XY. Alors si on propose une interprétation de la cause de ces maladies-là, de même, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a, au cours de la méiose, au cours de la formation des gamètes, il y a un problème de dysfonction, c'est-à-dire non-séparation des chromosomes sexuels. Ces anomalies résultent de la non-disjonction. Ces anomalies résultent de la non-disjonction des chromosomes sexuels lors de la gamétogenèse anaphase réductionnelle. Lorsque l'absence de disjonction, lorsque l'absence de séparation affecte les chromosomes sexuels X pendant la formation des gamètes femelles, certains gamètes ovules comportent un chromosome sexuel surnuméraire ou un au moins. Les filles monosomiques X, c'est-à-dire elles ont seulement un chromosome X, monosomique X, sont atteintes de stérilité, c'est-à-dire le syndrome de Turner, petite taille, stérilité, caractère sexuel peu développé, etc. Alors que les garçons possédant le génotype XXY, c'est-à-dire représentant le syndrome de Klinefelter, organes sexuels peu développés mais stériles, maladies mentales, etc. Les filles triple X, là, on a vu qu'il a seulement un seul X. La femme normale a deux X. Par contre, ici, il y a des cas, on a triple X, c'est-à-dire la trisomie X. La fille est normale, elle est fertile. On peut trouver aussi que des garçons ont X, Y, Y. Au lieu de X, X, Y, on peut avoir X, Y, Y. Et on appelle trisomie X, Y, Y. Le garçon, il est normal, fertile, mais agressif. Remarquez ici. Donc, chaque chromosome a deux exemplaires. Seulement, au niveau du chromosome sexuel, on en a trois. Un seul chromosome X et deux chromosomes Y. Donc, X, Y, Y. Comment on a obtenu celui-là? Donc, c'est toujours pendant la méiose, lors de la formation des gamètes. Vous voyez ici, il y a séparation des gamètes. Vous voyez ici, séparation des chromosomes de façon normale. Par contre, ici, vous voyez, il y a séparation qui est anormale, méiose atypique. Là, les chromosomes X vont rester ensemble. Remarquez, l'autre cellule, elle n'a pas de chromosome X. Les deux chromosomes dédoublés vont se diviser pour donner des cellules à double X, alors que l'autre va donner des cellules sans chromosome X. Alors, celle-ci, qui a double X, lorsqu'elle va rencontrer un gamète mâle qui contient Y, on va avoir X, X, Y. Et bien sûr, on va avoir le cas de Klinefelter. Par contre, cette double X qu'on a ici, lorsqu'elle va rencontrer un gamète mâle qui a un X, on va avoir 3 X. C'est la trisomie X. Par contre, ici, cet ovule
qui n'a pas de chromosome X. S'il rencontre un gamète qui a un X, on va avoir une fille avec un seul X, c'est le cas de Turner. Alors que si ce gamète qui n'a pas de chromosome sexuel va rencontrer celui-là qui a un Y, on va avoir le cas de monosomie Y. Mais ce cas est non viable. C'est-à-dire que l'individu issu de cet œuf-là va bien sûr mourir. Alors, on appelle anomalie chromosomique une anomalie due à la variation en plus ou en moins du nombre de chromosomes, c'est-à-dire autosomes ou sexuels, dans les cellules d'un individu. Donc, toute augmentation ou diminution du nombre de chromosomes dans une cellule chez un individu, bien sûr qu'on appelle aberration ou anomalie chromosomique, peut entraîner bien sûr des variations au niveau phénotypique. Ils peuvent être des maladies ou des variations au niveau du phénotype, etc. Cas numéro 3, on va avoir une maladie qu'on appelle le cri du chat. La maladie du cri du chat est un trouble génétique rare chez l'être humain. Le nom de cette maladie vient du cri monochromatique aigu qui permet le diagnostic de cette maladie. La plupart des enfants décèdent durant leur enfance. Les survivants ont un profond retard mental, souvent sévère, une microcéphalie, c'est-à-dire elles ont un petit encéphale, un retard souvent important de langage, un strabisme divergent, c'est-à-dire au niveau de la vision, leur vision, dans un strabisme divergent, et assez souvent des troubles du comportement, c'est-à-dire il est hyperactif. En plus des complications d'ordre digestif, le reflux gastro-œsophagien et orthopédique, scoliose sévère. Donc voilà des photos concernant ces enfants qui sont atteints du... Voilà donc des photos des enfants qui sont atteints du cri du chat, qu'on appelle aussi syndrome de Lejeune. La question, quel est le type d'aberration chromosomique qu'on détecte sur ce karyotype pour pouvoir expliquer cette maladie? Donc vous avez ici le karyotype de cette fille qui est atteinte de ce syndrome et on vous demande de détecter où réside l'aberration ou l'anomalie qui a entraîné ces symptômes. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et comme d'habitude répondre, essayez de chercher votre réponse, votre propre réponse et on se verra après. Donc si on constate le karyotype et surtout ces paires de chromosomes qu'on a ici. Remarquez, la paire qu'on a ici de chromosomes n'est pas égale. Il y a une partie qui a été enlevée. Et on parle de délétion. Ce chromosome, c'est le chromosome numéro 5. Donc la cause de cette maladie-là est due à la délétion d'une partie du chromosome numéro 5. Donc il y a ici une variation concernant la structure du chromosome, non pas le nombre du chromosome. Le karyotype jeune fille est normal d'apparence, contient 46 chromosomes répartis en 23 paires. Seulement l'un des chromosomes homologues de la part Seulement l'un des chromosomes homologues de la 5e paire n'est pas complet. Il a perdu le fragment du petit bras noté P et on parle de 5P-. Cette maladie n'est pas due à une aberration numérique, mais des chromosomes. Cette maladie n'est pas due à une aberration numérique des chromosomes, mais de la structure du chromosome. Il y a des lésions du petit bras du chromosome 5. Et on parle, comme on a dit tout à l'heure, de 5P-. Alors, d'où vient 5
P-. Un chromosome, il est formé de deux chromatides reliés par un centromère. Ce centromère délimite deux bras, un bras long et un bras court. Le bras court, on le note P, le bras long, on le note Q. Donc la délétion qu'on a, c'est au niveau de P. Donc on parle de 5, c'est-à-dire le chromosome 5, 5P, c'est-à-dire le bras court, moins, ça veut dire délétion. Donc on peut dire que les aberrations concernant les délétions ou la variation de la structure des chromosomes aussi peuvent entraîner des maladies différentes, graves, selon le cas. Quatrième cas, une translocation équilibrée. Alors pour comprendre la naissance d'un enfant mongolien, le médecin demande aux parents de réaliser un cariotype. Le document ci-contre présente le cariotype du père qui est phénotypiquement sain et normal. Remarquez, le nombre de chromosomes, on a bien sûr 46. Chaque chromosome est formé de 2 exemplaires. Donc on a 46 chromosomes. Même le chromosome sexuel, il y en a XY. Donc l'homme, il est normal. L'homme, il est sain et normal. Mais lorsqu'on analyse le cariotype de cet homme qui est normal d'apparence, on voit bien que les chromosomes sont de pair, c'est-à-dire chaque chromosome est formé de 2 exemplaires, sauf le chromosome 21. Le 21, il y en a seulement un seul exemplaire. Et pourtant, on dit que l'homme est phénotypiquement sain et normal. Mais lorsqu'on ausculte ce document, on voit bien que le chromosome 14, la paire de chromosome 14 ne sont pas identiques. Il y a une partie qui est en plus qui n'est pas ici. Alors on a supposé que le chromosome 21 s'est déplacé à ce niveau-là. C'est pourquoi on parle de translocation. C'est-à-dire changement de local, translocation. Et on parle de translocation 14-21. C'est-à-dire que il y a une translocation du chromosome 21 vers le chromosome 14. Donc cet individu-là, il a tous ses chromosomes. C'est pourquoi il est d'apparence sain et normal. Autre cas. Remarquez ici, le chromosome 14. Il y en a seulement un seul exemplaire. Par contre, si on voit le chromosome 13, il y a un petit et un plus long. Donc, on peut supposer que le chromosome 14 s'est déplacé sur le chromosome 13. Donc, l'individu ayant ce cariotype, il sera d'apparence normale et sain. Alors, comme question, en scrutant le cariotype, quelles sont vos constatations? Comment expliquer qu'il soit sain et normal? En utilisant les chromosomes concernés, déterminer les différentes gamètes produits par cet homme et que peut-on déduire? Alors, comme réponse à la question 1, on constate qu'il y a des aberrations chromosomiques. C'est-à-dire, on a vu ici qu'il y a des aberrations. Donc, un manque de chromosome 21, c'est-à-dire une anomalie numéraire. Et là, on a une anomalie de structure. Un chromosome 21 en moins et une structure anormale du chromosome 14. Et pourtant, le monsieur, elle est normale. Comment peut-on expliquer ça? Pour que cet homme soit normal, il faut considérer qu'il possède tous ses chromosomes, ses gènes, en nombre convenable. Pour cela, on peut supposer que l'exemplaire du chromosome 21 est porté par le chromosome 14, ce qui explique les aberrations observées, et on parle de translocation chromosomique, c'est-à-dire modification de sa localisation. Un chromosome se fixe sur un autre. Puisque cette translocation n'a pas influencé le phénotype de cet homme, on parle de translocation équilibrée. Déterminer différents types de gamètes que peut produire cet homme. Donc cet homme qui est normal, d'apparence, mais son cariotype, c'est ça. Donc pour avoir une idée sur les gamètes qu'il va produire, on doit suivre ça pendant la méiose concernant 2 types de chromosomes, le chromosome 21 et un autre chromosome.
Donc, détermination des différents gamètes produits par cet homme. Voilà, on a le chromosome 14 en noir et le chromosome en rouge, c'est le chromosome 21. Donc, 21 libres, 14 libres. Et là, on a un ensemble, donc 14, 21. Lors de la méiose, il va y avoir séparation de ces éléments-là. Donc, on peut avoir le 21 tout seul, on peut avoir le 21 et 14, on peut avoir le 14 tout seul. Donc, on va avoir bien sûr des gamètes qui ne sont pas normaux. Si ces gamètes vont rencontrer un gamète qui est normal, par exemple celui-là, lorsqu'il va rencontrer ce gamète-là, on va avoir 3 chromosomes 14 et 2 chromosomes 21. Donc, la paire 21, elle est normale, mais le chromosome 14, elle est sous forme de 3 exemplaires. Donc, ce qui est anormal. Par contre, cet individu-là, il est normal. Donc, une paire en rouge, une paire en noir, une paire 21, une paire 14. Par contre, celui-là. Donc, on a ici 3 exemplaires du chromosome 21. Donc, cet enfant-là sera malade ou présentera les symptômes de la trisomie 21. Donc, c'est ce qu'on cherche à expliquer à ces parents-là. Donc, pour comprendre la naissance d'un enfant mongolien, le médecin décide de réaliser un karyotype. Et lorsqu'il a réalisé le karyotype du père, voilà ce qu'on a trouvé. Donc, c'est le père qui a donné ce type de gamète qui est un gamète anormal et ce qui a produit, bien sûr, un enfant qui est un enfant trisomique. Que peut-on déduire? Alors, remarquez ici, donc, c'est plus clair. Donc, ici, la paire de chromosomes qui est normale et là, la paire de chromosomes qui est anormale. Donc, cet individu, bien sûr, peut donner ce type de gamète, comme celui-là qu'on a ici. D'accord, ce type de gamète. Et celui-là, c'est le gamète de la mère, par exemple. La rencontre va donner cette configuration. On va avoir 2 gamètes 14, peut avoir 2 chromosomes 14 et 3 chromosomes 21, où ce zygote va être atteint du syndrome de Down, c'est-à-dire le mongolien ou la trisomie 21. Que peut-on déduire? Réponse numéro 4. Les individus porteurs d'une translocation ont un phénotype normal car ils possèdent tous les gènes en nombre convenable. Après la méiose, certains de leurs gamètes portent les gènes correspondant à 2 chromosomes de la même paire, et autres gamètes ne comportent aucun de ces gènes. Après la fécondation, les zygotes présenteront soit un génotype monosomique non viable, soit un génotype trisomique, 2 homologues, plus un exemplaire transloqué. Donc, engendrer des enfants trisomiques, et on parle de trisomie 21 masquée, parce qu'on n'observe pas les 3 chromosomes 21 séparément. Un autre exemple, remarquez ici, XY. Ce gène qui est en rouge, qu'on appelle gène SRI, c'est lui le responsable de la masculinité chez l'homme. C'est-à-dire c'est lui le responsable des caractères, secondaires masculines, sexuelles masculines de l'homme, qui caractérisent l'homme de la femme. Parfois, il peut qu'il y ait une translocation d'une partie du chromosome Y portant le gène SRI sur le chromosome X. Alors, si une femme X, c'est une femme, il y a le gène SRI. Donc, elle ne va pas être une femme, mais bien sûr un homme. Et cet homme sera XXY. Donc, il sera un homme présentant les symptômes de la maladie de Klinefelter. Par contre, le X qu'on a ici, de la mère, et ce Y qui provient du père, mais ne présente pas le gène SRI. Donc, il sera, puisqu'il a XY, il sera une femme. Parce que le gène responsable des caractères secondaires sexuels masculines n'existe pas. Donc, cet individu-là sera une femme. Elle présentera des caractéristiques féminines. Conclusion. Les aberrations chromosomiques résultent généralement d'un dysfonctionnement de la méiose, une non-disjonction des chromosomes qui induit des gains ou des pertes de portions de chromosomes ou de chromosomes en entier, monosomie ou trisomie. Il touche aussi bien les autosomes
que les gonosomes. Le manque ou le surnombre de certains gènes dans le génome d'un nouvel individu, se traduit par l'apparition d'anomalies dans son phénotype, c'est-à-dire des changements phénotypiques. Ils peuvent être morphologiques, physiologiques, mentaux, etc. À l'origine d'un ensemble qui sera à l'origine d'un ensemble de symptômes appelés syndromes. Donc vous voyez ici, comme rappel, les différents cas qu'on a pu voir. Un trisomie X, enfin trisomie 21, là c'est une femme qui est normale, là c'est une Turner, là XXY, donc c'est un Klinefelter, et là on a aussi un XY, donc c'est un homme qui est normal. Maintenant, on va passer à l'analyse moléculaire de l'ADN. Pour détecter et étudier les anomalies géniques, on effectue sur les prélèvements et selon la maladie recherchée, soit des analyses biochimiques sur les protéines ou les enzymes, soit une étude de l'ADN fœtal par utilisation de sondes radioactives permettant de détecter la présence de l'allèle responsable de la maladie. Pour mieux comprendre, grâce à la technique de l'électrophorèse, il est possible de repérer les allèles normaux et les allèles mutés, responsables de la maladie ou des maladies, chez un sujet et de préciser son génotype et son phénotype. La recherche du gène défectueux se fait selon les étapes suivantes. Extraction et fragmentation de l'ADN par des enzymes de restriction. Vous vous rappelez les enzymes qu'on a utilisées lors de génétique. Électrophorèse, séparation des fragments d'ADN selon leur taille. Donc l'électrophorèse, pour séparer les différents ADN en suivant leur taille. Transfert sur une feuille de nitrocellulose, la troisième étape. Puis dissociation des brins d'ADN par chaleur ou NaOH, c'est-à-dire la soude, et incubation avec la sonde moléculaire radioactive. Et en dernier lieu, autoradiographie et révélation du couple gène-sonde sur un film photographique. Voilà ce qu'on va avoir à la fin. Donc nous, on va travailler avec ce type de document. Voilà, comme celui-là. Donc pour comprendre, on va réaliser un exercice. On connaît en Tunisie une forme de myopathie caractérisée par la faiblesse des muscles de la ceinture pelvienne et des troubles de la marche. Le document 1 présente l'arbre généalogique d'une famille tunisienne dont certains membres sont atteints par cette forme de myopathie. À partir d'arguments tirés de l'analyse de l'arbre généalogique ci-dessus, indiquez si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif. Justifiez votre réponse. Précisez si le gène de la maladie est porté par le chromosome sexuel X ou par un autosome. Discutez chacun des deux hypothèses. Électrophorèse de l'ADN correspondant au gène de la myopathie effectuée sur certains membres de cette famille donne les résultats présentés par le document numéro 2. Expliquez en quoi ces résultats apportent plus de précision quant à la localisation du gène de la myopathie et écrivez les génotypes des individus 4.1, 4.2, 5.1 et 5.3. Donc, comme réponse à la première question, on voit bien que, d'après cet arbre, le gène ou la maladie, il est récessif. Il apparaît seulement à la dernière génération. Les enfants atteints descendent ou sont issus de parents qui sont sains. Donc, ils doivent être hétérozygotes. Donc, la maladie, elle est récessive. L'allèle de la maladie est récessif. Justification, les enfants 5.1 et 5.2 malades sont issus de deux parents 4.1 et 4.2 phénotypiquement sains. Précisez si le gène de la maladie est porté par le chromosome sexuel X ou autosome. 3. Le couple d'allèles N, petit m, normal, et myopathie, puisque la maladie est récessive. Avec N, l'allèle normal, et M, l'allèle malade. Avec N, dominant, petit m. Comme hypothèse 1, le gène de la myopathie est autosomique. Les enfants
5A et 5,2 malades seraient de génotype MM, ce qui suppose que les parents 4A et 4,2 normaux d'apparence seront obligatoirement hétérozygotes grand N petit m, ce qui est possible, donc l'hypothèse est à retenir. L'hypothèse numéro 2, on suppose que l'allèle M est porté sur le chromosome sexuel X. Le garçon 5A et 5,6 qui sont malades seraient de génotype X petit m Y, ce qui suppose que la mère 4,2 phénotypiquement saine aurait pour génotype X grand N X petit m, ce qui est aussi possible. Donc l'hypothèse peut être retenue. Alors lequel des deux hypothèses est juste? Alors pour cela, on va faire l'analyse de l'ADN. On a ce document-là, on nous demande de l'expliquer. D'après le pédigré numéro 3, personne 5,3 et un homme formal qui est sain, phénotypiquement sain. Le résultat de l'électrophorèse montre qu'il possède deux allèles. On a ici 2, le 1 et le 3. Donc il possède deux allèles du gène, ce qui exclut l'hypothèse d'un gène porté par X parce que s'il était relié au chromosome sexuel, les mâles n'auront seulement qu'un seul allèle. Or celui-là, il a deux allèles, donc l'hypothèse numéro 2, c'est-à-dire portée par le chromosome sexuel, est à éliminer. Donc l'hypothèse d'un gène porté par X, l'allèle est éliminé, l'allèle M est donc autosomique. Alors puisqu'il est autosomique, donc concernant les génotypes, c'est plus facile. Pour l'individu 4A hétérozygote et l'individu 2 hétérozygote, voilà leur génotype. Alors que le 5A et le 5A qui est atteint, donc il sera MM, et l'individu 3 qui est les deux allèles différents, bien sûr il sera hétérozygote et sera grand N petit m. Donc, comme conclusion, les maladies humaines peuvent être dues à des mutations qui entraînent des remaniements de certains gènes, aux aberrations chromosomiques, soit variation du nombre de chromosomes autosomaux ou sexuels, soit variation de la structure des chromosomes par délétion ou translocation. Toutes ces variations, au niveau du matériel génétique de l'homme, peuvent se traduire par des maladies diverses, malformations, arriération mentale, stérilité, etc. Maintenant, on va voir notre problème. Peut-on prévoir ou détecter ces maladies génétiques chez l'homme? C'est bien sûr grâce à ce qu'on appelle le diagnostic prénatal. Alors, qu'est-ce que c'est le diagnostic prénatal? On va donner ici une définition, chercher l'intérêt et quelles sont bien sûr les techniques. Donc, comme définition, le diagnostic prénatal, c'est un test qui est réalisé sur des fœtus quand ils sont dans une famille à risque. Donc, famille à risque, c'est une famille où les individus sont malades ou présentent une maladie donnée. Ce test consiste à prélever des cellules du fœtus afin de réaliser ce qu'on appelle un karyotype ou de chercher une anomalie génique quelconque. Le diagnostic prénatal a pour objectif de déterminer chez une femme enceinte et ayant un risque de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie héréditaire, si le fœtus en est atteint ou non. Comme intérêt, le diagnostic prénatal permet d'identifier une aberration chromosomique ou un gène responsable d'une maladie chez un fœtus de quelques semaines. Elle peut être conseillée dans le cas d'une grossesse à risque et nécessite l'obtention de tissus fœtaux que les techniques modernes permettent de prélever pour des diagnostics de plus en plus nombreux et de plus en plus précoces. C'est ce qu'on va voir dans les techniques. La précocité des diagnostics est en effet très importante, car elle permet d'une part de déceler rapidement la maladie et sa cause dans le but de pouvoir soigner le bébé à naître, préparer les parents à l'accueillir et d'autre part, lorsqu'il s'agit d'une maladie particulièrement grave ou incurable, de leur donner, c'est-à-dire aux parents, la possibilité de mettre un terme à la grossesse avec une interruption médicale de grossesse
un éventuel avortement thérapeutique. Alors, quelles en sont les techniques? Le diagnostic repose sur des observations directes et des analyses faites sur des tissus embryonnaires prélevés. Prélevés le plus tôt possible, permettant ainsi la détection des aberrations chromosomiques et des maladies géniques. Comme méthode ou comme technique, on a l'examen par observation directe, qu'on appelle technique non invasive, c'est-à-dire observation directe de l'embryon. Examen par observation directe de l'embryon entre la 9e et la 11e semaine d'aménorrhée, qu'on appelle aussi technique non invasive. Exemple, l'échographie. Alors l'échographie se base sur l'utilisation des ondes ultrasons, permet le diagnostic prénatal de malformation du sexe du bébé, son emplacement, et cela par observation sur un écran. On a aussi ce qu'on appelle l'embryoscopie. Se pratique chez les femmes enceintes qui ont déjà eu un enfant atteint de malformation. Un tube à fibre optique, comme celui-là, donc un tube à fibre optique est introduit dans l'utérus, soit par voie vaginale, soit par voie abdominale, et amené au contact de membranes enveloppant l'embryon, c'est-à-dire la membrane amniotique, l'amnios, et aussi le chorion. Cet instrument permet de voir l'embryon par transparence sans pénétrer dans la cavité utérine. C'est pourquoi on parle de méthode ou technique non invasive. Vous voyez, ici on observe le fœtus ou l'embryon dans le ventre de sa mère, dans l'utérus de sa mère. Et on peut bien sûr déceler son sexe et ainsi s'il y a des malformations, on peut bien sûr les déceler. La deuxième méthode, analyse des tissus de l'embryon. Donc si je parle d'analyse des tissus de l'embryon, donc bien sûr on doit faire des prélèvements. Et ça, on parle de technique invasive. Soit prélever des cellules fœtales, soit à partir du sang fœtal en aspirant une petite quantité d'une veine du cordon ombilical sous guidage échographique. C'est la cordosynthèse. Donc on va prélever grâce à une seringue une quantité du sang à partir du cordon ombilical et on parle de cordosynthèse. Ce prélèvement devient sans danger quand il est fait au-delà de la 20e semaine de grossesse, soit par ponction à aiguille sous contrôle échographique toujours d'une quantité de liquide amniotique. Et on parle de l'amniosynthèse. Voyez, donc on peut, grâce à une aiguille, prendre une quantité de liquide amniotique où baigne l'embryon. Et cela bien sûr toujours sous guidage de l'échographie, dans lequel se trouvent des cellules du fœtus, liquide où baigne bien sûr le fœtus. Ce prélèvement est normalement sans risque quand il est fait au-delà de la 17e semaine de grossesse, soit en prélevant des villosités choriales, la biopsie de trophoblastes ou choriosynthèse, c'est-à-dire on va prendre un peu du placenta qu'on a ici. Le placenta, on va prélever un petit morceau, un petit tissu pour bien sûr en faire l'analyse. Donc consiste à prélever par aspiration des tissus trophoblastiques du fœtus, cellules du futur placenta. On parle également de prélèvement des villosités choriales. Ce prélèvement est sans danger quand il est fait au-delà de la 10e semaine. Le premier type de prélèvement, c'est-à-dire la cordosynthèse, est souvent utilisé pour réaliser des karyotypes et les deux autres pour réaliser des tests sur l'ADN. Donc voilà, ce sont les différentes techniques qu'on peut utiliser pour détecter les malformations. Alors, les résultats qu'on peut avoir. La réalisation du karyotype permet de rechercher le sexe du fœtus et le nombre de ses chromosomes. En effet, le sexe est masculin quand il y a XY et féminin lorsqu'il y a XX. Autrement, bien sûr, on va avoir des aberrations ou des malformations. Le nombre de chromosomes. Le karyotype est dit normal quand il y a 46 chromosomes, mais un karyotype peut être surnuméraire, comme le cas de Mongolia, la trisomie 21, ou comme le cas de Klinefelter,
quand il y a 47 chromosomes. Cela peut être observé avec des autosomes, c'est-à-dire la trisomie, ou pour le chromosome sexuel, c'est-à-dire le Klinefelter, où le karyotype montre 44 autosomes, c'est-à-dire plus XXY. Un karyotype peut également être réduit à 45 chromosomes, tel que le syndrome de Turner, où la formule chromosomique se note 44 autosomes, c'est-à-dire 22AA plus un seul X. L'obtention d'un karyotype anormal revient à un accident au cours de la méiose, soit au cours de la première division, quand les chromosomes homologues d'un bivalent migrent vers le même pôle, soit au cours de la deuxième division, quand les deux chromatides d'un même chromosome migrent vers le même pôle. Ce phénomène affecte spécialement le gamète féminin. Pour rechercher les anomalies géniques, on peut soit utiliser la sonde moléculaire radioactive pour chercher les allèles normaux ou mutés, soit utiliser la méthode d'électrophorèse qui traduit la migration de l'ADN ou à la protéine correspondant à l'expression de cet ADN dans un champ électrique. Conclusion. Le diagnostic prénatal a pour objectif de déterminer, chez une femme enceinte et ayant un risque de donner naissance à un enfant atteint des maladies héréditaires, si le fœtus en est atteint ou non. Le diagnostic repose sur des analyses faites sur des tissus embryonnaires prélevés le plus tôt possible. Le diagnostic permet la détection des aberrations chromosomiques et des maladies géniques, ce qui permet aux futurs parents de prendre les décisions favorables à leur vie. Allez, à la prochaine vidéo concernant la génétique des populations.